Voici le dernier épisode du mois d'octobre 2020, notre 277e revue de presse technologique. Nos chroniqueurs de cette semaine ont choisi de parler et de commenter l'arrivée aux Pays-Bas d'une voiture volante, de DuckDuckGo qui évolue, du piratage du compte Twitter de POTUS, de l'arrivée du très attendu ZX1 de Zeiss. Il sera également question de Flash, de drones de combat ou de Mario Kart qui sort de l'écran. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. J'espère que vous êtes en pleine forme, en bonne santé, vos proches également. On va se souhaiter ça, à mon avis, pendant quelques temps encore, mais finalement, c'est pas plus mal. C'est bien de s'intéresser un petit peu aux autres de temps en temps, et c'est ce que nous faisons régulièrement avec les technos. Je salue mes petits camarades de cette semaine qui sont d'un côté Benoît. Quand je dis Benoît d'un côté, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Benoît d'un côté et Xavier de l'autre. C'est très étonnant, très étonnant. Vous allez bien tous les deux? Ça va, vous, de votre côté? Très bien, merci. On le disait juste avant d'enregistrer, nous tous un petit peu fatigués. C'est vrai que les journées raccourcissent, le changement d'heure, l'hiver, et tout ce qui se passe autour de nous aussi, évidemment, ça a tendance à taper un petit peu sur les nerfs, et donc ça fatigue. Et donc c'est notre petite récréation à nous et à vous aussi, on l'espère un petit peu, que nous vous proposons bien entendu d'écouter, de réécouter, de regarder, de re-regarder, et si vous en avez le temps, de regarder même en direct. C'est peut-être le cas d'ailleurs à l'instant, puisque depuis 3-4 semaines maintenant, nous enregistrons en direct, j'ai envie de dire. Donc vous assistez à l'enregistrement d'un épisode des Technos en direct sur Twitch. On essaye de faire ça en test pour l'instant, je l'ai déjà dit. C'est pour amener d'ici quelques temps sans doute un hors-série un peu spécial où vous serez tout à fait en droit d'intervenir, puisque l'idée ce sera justement d'interagir et de se parler en direct. Donc voilà, ça c'est pour l'avenir des Technos d'ici sans doute quelques semaines, on l'espère avant la fin de l'année. Je voulais remercier nos petits camarades qui nous ont laissé des messages ça et là, par exemple sur Apple Podcast Switzerland, Ramalom 81 nous a laissé un message, on le salue, de Manon via Apple Podcast Japan, on le salue également. Fabrice Avry nous a laissé un message via Apple Podcast Belgium. Comme quoi il est possible de laisser des messages sur Apple Podcast, vous voyez, il y en a certains qui trouvent le bouton pour aller laisser des commentaires, et c'est bien aussi. Notre blog vous reçoit également, vous le savez, Battant nous laisse des messages régulièrement sous nos articles, ainsi que Grégory Goujon, mais lui il cumule, il laisse également des commentaires sur YouTube. Pierre Laure nous a laissé sur YouTube également un commentaire, ainsi que Wofog, Tuxcaster, Nicolas Duclos, Jean-Pierre Fabula, Éric Bourdin, Éric Andelin, Laurent Lahulotte, Dadou49, Sébastien Boireau, Luc Loyau, Alban Brumand, Ziena, Fredka, Num-V2, Nicolas Saint-Lay, Gianluca Testa, Ingris Boy, Teltus 7529, Nicolas Joly et Jean-Pierre Crozemarie. Voilà, je les ai tous dit. Un jour ou l'autre, il va falloir qu'on trouve un système pour que ce soit mes petits camarades qui le fassent à ma place. Ça me fatigue, ça m'épuise ce truc dès le début, dès le premier. Ou alors on le fait à la fin, je sais pas, on trouve un truc pour éviter de crever. Ou on les indique dans le chat sur le Twitch éventuellement. Oui, ou on trouve une solution. En tout cas, merci de participer. Comme on le dit chaque fois, ça titille les algorithmes. En tout cas, YouTube semble apprécier. Donc tant mieux. Et puis si c'est comme ça, nous aussi on apprécie, parce que du coup il y a plus de gens qui viennent nous voir, on voit régulièrement des nouveaux noms apparaître, et ça c'est bien aussi. Donc les commentaires sont les bienvenus, qu'ils soient intelligents ou non. C'est-à-dire que nous, on n'est pas regardants, on aurait du mal à être difficile, donc vous faites les commentaires que vous voulez, parce qu'on n'est pas toujours top niveau non plus, il faut le reconnaître, de temps en temps on dérape un petit peu, non, c'est vrai, ça les fait marrer, mais c'est vrai, non? Si. Et on salue. Je dis exactement la même chose. On salue Thierry aussi, qui nous a rejoint dans le Twitch et qui nous dit bonjour. Mais voilà, Thierry qui est un des autres chroniqueurs. Voilà. Et qui dans ce cas-ci va être même modérateur, je pense. Bon, pourquoi pas, effectivement. Si vous nous écoutez en direct, soyez les bienvenus également, mais c'est pas une obligation, je le répète. Ici, c'est vraiment pour tester un petit peu tout ça et consolider ce petit setup un petit peu particulier. Si vous le voulez bien, on attaque notre abécédaire tout de suite. Avec la lettre A, non pas comme Apple, mais comme Airbnb, qui engage, quelqu'un qui a bossé chez Apple, Benoît. Donc, c'est pas un comme Apple quand même.
Ouais. Non, c'est A comme Airbnb, mais effectivement, Johnny Ive, qu'on le connaît bien, puisqu'il a été le designer d'Apple pendant 30 ans. Et Johnny a quitté Apple il y a 1 an ou 2 pour fonder sa propre société, Love From, qui est une boîte de design et qui propose ses services. Et Airbnb, qui est quand même dans une situation un petit peu particulière en ce moment avec le Covid. Évidemment, ça fait partie des industries qui sont affectées, puisqu'il y a moins de déplacements, moins d'occasions de prendre des vacances, etc. Et donc Airbnb a engagé Johnny Ive pour concevoir la prochaine génération des produits Airbnb, retravailler la manière dont en particulier la notation entre les différents acteurs, la manière dont on note la satisfaction qu'on a sur un logement va se faire. Et donc évidemment, là c'était juste l'annonce pour dire le contrat vient d'être signé, ils vont commencer à travailler ensemble. On fera attendre quelques mois pour voir les résultats, mais je pense que quand on voit les travaux qu'il a fait, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure chez Apple, on peut s'attendre à des choses très intéressantes au niveau de Airbnb. Et ce que j'ai découvert dans ce sujet-là, c'est qu'en fait, Johnny Ive, effectivement, il est anglais, mais il est à Silicon Valley depuis très longtemps, et donc il était plutôt pote avec le boss de Airbnb, ce qui fait que ils se sont dit, tiens, si on faisait quelque chose ensemble, si on travaillait sur nos produits ensemble. Voilà, donc il va faire plutôt de user experience, quelque part. Je pense que ça va être ça. Maintenant, voilà, c'est un peu la culture du secret auquel Johnny tient beaucoup, auquel il est très habitué, et donc c'est juste, va travailler au nouveau produit Airbnb. Si c'est un objet, je me demande bien lequel, parce que en liaison avec Airbnb, des clinches de porte peut-être, ou je sais pas. Écoute, on a parfois été surpris, on a parfois été surpris par la conception de produits, donc attends de voir, parce que quand tu réfléchis, tu dis ça, mais il y a pas mal notamment pour tous les logements. Moi, en voyant l'annonce, je me suis dit, ils vont mettre en place un système, tu sais, comme c'est Ring, la solution d'Amazon qui te permet de voir à distance qui arrive, etc. Ma première action, c'est de me dire, tiens, Airbnb va sans doute lancer un système, tu vois, de serrure qui peut s'ouvrir à distance pour permettre la prise de clé. Et puis en fait, les infos qu'on a sont pas assez précises pour qu'on puisse le dire aujourd'hui. Donc la seule chose qu'ils ont l'air d'avoir annoncé, c'est plutôt effectivement des éléments logiciels et du UX. D'accord. Parce que c'est vrai que tu as raison, ce serait un petit peu comme à l'hôtel, tu vois, un système de serrure informatisé, avec lié à l'application, lié à ton compte. Le truc, c'est que ça existe déjà. Oui, certainement, mais designé par le monsieur, ça n'existe pas encore. C'est pour ça qu'il est là, parce que sinon, s'il fallait utiliser le truc que tout le monde utilise... Ouais, je sais pas, moi j'aurais pensé plutôt à un autre style de mise en location, donc d'autres types de biens, plutôt ce genre de choses. Mais peut-être aussi, peut-être qu'il va mettre sa villa en location, je sais pas. Je sais pas, voilà. Ok, bon, écoutez, affaire à suivre peut-être. DuckDuckGo, c'est, je vais dire une grosse bêtise, le principal concurrent de Google. Pas exactement. Pas tout à fait, non. Mais enfin, ceci dit, c'est un moteur de recherche. Donc, point commun, moteur de recherche. Second point commun, ils ont aussi un service, même si c'est pas vraiment eux, ils ont un service de cartographie, de map, qui fonctionne maintenant depuis le début de l'année passée, si je ne dis pas de bêtises. Et ça évolue. C'est un produit qui évolue tout de même. Toujours Benoît. Voilà. Et donc, on rappelle DuckDuckGo, c'est effectivement un moteur de recherche qui, contrairement à Google, a une approche de respect de la vie privée. Donc, l'idée, c'est de pas, évidemment, ils intègrent de la publicité, mais ils l'intègrent d'une façon qui est beaucoup plus légère, beaucoup moins intrusive, et donc beaucoup moins en ayant traqué les visiteurs. Ce qui leur assure des revenus un petit peu plus faibles que Google, puisque leurs profils sont moins ciblés, mais largement suffisants au final pour développer un bon moteur de recherche qui fait qui fournit en fait des résultats d'assez bonne qualité. On a eu récemment, je ne sais pas si c'était uniquement en Belgique ou si c'était en Europe, mais on a eu une grosse campagne d'affichage dans les rues de DuckDuckGo. On a vu plein d'affiches. Je l'ai pas vu.
Ah, Et moi, bah, moi, j'en ai regardez vu de temps en temps. quelques-unes, sur les Ouais, hein. bus, il me semble. Oui, oui, ils ont fait une campagne d'affichage physique, quoi. Ça m'a un petit peu surpris. Et donc, ils font évoluer leurs produits, hein. Et Je me demande, je fais juste une petite parenthèse, au moment où j'ai vu cette campagne de pub, on était en plein confinement, le premier, hein. Maintenant il faut mettre des chiffres dessus, je me demande s'ils n'ont pas saisi une opportunité commerciale d'avoir de l'espace publicitaire pour pas cher. Je m'étais fait la même réflexion. Voilà, c'est l'impression que ça m'a donné. Je m'étais fait la même réflexion. Tiens, ici, ils en profitent parce qu'ils ont l'occasion de. Mais bon, c'est un bon produit, c'est un bon service. Et si on n'a pas envie nécessairement parce qu'on fait une recherche sur, je ne sais pas moi, des lunettes de soleil, ce qui est pas trop de saison, mais peu importe, pour immédiatement après voir arriver 25 000 pubs pour des lunettes de soleil, c'est pas un mauvais service. Mais évidemment, n'ayant pas la puissance de frappe de Google, ils n'ont pas la capacité de développer leur propre service de carte, et donc ils ont intégré effectivement Apple Plan pour avoir le service de carte d'Apple. Et ce qu'ils ont rajouté maintenant, c'est l'intégration des itinéraires, parce que ça manquait quand même. Hein. Le fait de pouvoir rechercher où tu es, mais sans pouvoir calculer un itinéraire, c'était quand même un petit peu. Bon, c'était sympa, mais c'était l'occasion de repasser sur Google Maps. Et là, du coup, ils ont intégré le service de façon beaucoup plus complète. Je précise parce qu'on se dit Apple Plan, donc il faut un Mac ou il faut un iPhone. Non, ça fonctionne aussi sur PC. C'est une version complètement hébergée de l'application Plan, et donc qui est accessible à tout le monde en fait. Et qui respecte aussi les mêmes éléments de vie privée. Hein. C'est pas parce qu'on va chercher sur tel lieu ou tel lieu qu'immédiatement après on va voir arriver des publicités pour les hôtels dans ce lieu. Oui, c'est ça. Enfin voilà, c'est un service en plus qui permet aussi de rester dans l'environnement, parce que c'est souvent le problème avec les alternatives à Google. On pourrait faire d'ailleurs un hors-série à l'occasion sur toutes les alternatives à Google, et il y en a, et elles sont nombreuses, en logiciel libre en particulier. Et souvent, le problème, c'est qu'il y a toujours un petit truc qui coince à un moment donné, qui nous dit « Ah mais ça Google, là ». Et donc, on a tendance à vouloir retourner là où il y a un service qui, entre guillemets, fonctionne, ou en tout cas qui répond à certains besoins. Donc là, c'est une petite brique en plus, mais c'est quand même une brique importante, celle qui va faire en sorte peut-être que ceux qui ont besoin d'un itinéraire ne vont pas nécessairement recourir de nouveau à Google. Je ne sais pas ce qu'en pense Xavier. Mais moi, je voudrais rebondir sur les moteurs de recherche alternatifs. On a déjà parlé un petit peu de Quant, hein, qui est un équivalent de DuckDuckGo, mais français. Donc Quant, Q-W-A-N-T. Et je profite du fait qu'on parle de confinement parce que avec le confinement, on a de plus en plus d'étudiants et de jeunes enfants qui vont sur le net et qui vont devoir aller sur le net même s'ils ne l'ont jamais fait. Et donc j'en profite pour citer Quant Junior, donc avec un tiret entre les deux, qui est un moteur de recherche francophone et qui est vraiment très bien foutu pour les enfants. Il est tout ce qu'on peut attendre d'un moteur de recherche qui protège un peu les enfants des résultats qu'on ne voudrait pas y voir apparaître. Oui, Quant Junior, voilà, t'as demandé, je l'ai. Ce que vous n'avez pas vu et qui était assez drôle à voir, c'est comment Marc est arrivé. Oui, parce qu'il a fait sa recherche dans Google. Je suis désolé. Je voulais arriver directement sur Quant Junior, et le meilleur moyen, c'était de passer par un moteur de recherche qui fonctionne, sans vouloir être méchant. Parce que faire une recherche sur Quant Junior dans Quant, c'est un peu ballot aussi, quelque part. Mais c'est plutôt bien foutu, il faut le reconnaître aussi. Non, c'est bien foutu, il y a des petits jeux et tout ça, c'est un chouette, une chouette page d'accueil pour les enfants. Oui, c'est ça, parce que c'est pas bêtifiant, enfin c'est pas bête, c'est coloré, c'est agréable, mais c'est pas c'est pas abrutissant, et un enfant, quand il sera moins enfant, ne sera pas perdu quand il ira sur un moteur de recherche entre guillemets pour adultes. Il retrouvera Quant. Voilà, ok, bon, très bien, on a tout dit. La lettre F comme Flash. Alors, je vais essayer de vous retrouver un truc que j'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps, mais on va laisser Xavier parler de Flash, qui est de nouveau mort, parce qu'on pensait, chaque fois, on annonce la mort de Flash très régulièrement, et donc, voilà, et chaque fois, ça revient.
C'est ça. On parle pas du super-héros, hein. On parle du moteur Adobe qui permet de générer des animations, etc. sur le web ou des programmes. Donc, effectivement, c'est pas la première fois qu'on annonce la mort de Flash. On l'a déjà dit maintes et maintes fois. Mais cette fois-ci, donc Flash avait déjà été bloqué par Chrome et d'autres explorateurs. Mais là, Microsoft a publié une mise à jour qui est optionnelle, mais qui va supprimer Flash de Windows 10 et surtout qui va empêcher sa réinstallation. Alors la fin de prise en charge officielle, c'est fin 2020 normalement. Il y aura plus de mise à jour pour Explorer 11 qui est normalement déjà largement abandonné. En tout cas, il devrait. Ni non plus pour Edge qui est dans son ancienne version, donc avant la version Chromium. Et Microsoft a annoncé publier cette mise à jour pour aider les gens à tester la suppression complète de Flash d'ici l'été 2021, y compris pour Windows 8.1. Alors Google a lui aussi annoncé la fin du support pour Flash pour Chrome, après qu'il avait déclaré déjà l'année dernière qu'il serait mort d'ici décembre 2020, d'après eux. Et puis il y a même Adobe qui a annoncé la fin du développement de Flash en 2020 et qui nous dira bientôt même comment le désinstaller. Donc voilà, bye bye Flash. Enfin, oui, ça, bye bye Flash. Quoique, alors je suis en train de rechercher la news, c'est pas facile, parce qu'il faut que je me l'envoie à moi-même. Heureusement que Benoît n'est pas derrière mon épaule, parce qu'il serait mort de rire en disant, mais qu'est-ce qu'il fabrique avec ces trucs, ces machins, etc. Je vais envoyer ça là, voilà, je dois le récupérer après sur une autre machine qui est à côté. Excusez du peu. C'est un petit peu compliqué. J'espère que je vais le retrouver parce que je ne sais pas où je l'ai mis en plus. Ma publication, la voilà. Si ça vous dérange pas, je vais l'agrandir comme ça vous allez pouvoir le voir. Il y a eu le lancement en France, chez nos voisins français, de la plateforme vidéo Salto. Vous savez qui est l'association du service public donc de France Télévisions avec M6 et TF1. Et donc quand on regarde dans les notices d'utilisation, on trouve un étrange message qui dit que le plugin Adobe Player est requis pour lire les vidéos dans un navigateur internet. On ne sait pas comment cette notif est rentrée dans le mode d'emploi d'un moteur de recherche qui est quand même assez moderne, hein, il faut le reconnaître, c'est tout récent, il a été lancé la semaine passée. Mais ça a fait marrer toute la communauté et les gens qui développent la plateforme Salto également. Je trouvais ça assez comique juste au moment où on annonce la mort de Flash, de retrouver cette news. C'est le genre de phrase qu'on trouvait avant sur les sites internet. Vous arriviez sur le site internet et c'était marqué en dessous, ce site nécessite le plugin Flash, machin, etc. Pas uniquement pour lire de la vidéo d'ailleurs. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Et je pense que tu as coupé ton micro. Voilà. Oui, avec le lien de téléchargement qui était attaché si jamais on n'avait pas la bonne version, etc. Oui, on avait toutes sortes de liens comme ça vers Alta Vista, vers les petits boutons que vous mettez en bas des pages. Oh, ça rappelle plein de bons souvenirs. Si tu réfléchis, à l'époque, t'arrivais sur le site, t'installais 15 plugins, tu pouvais visiter le site. Oui. Quand t'arrives sur le site, tu passes sur toutes les notices sur la RGPD. Et tu peux demander ton consentement pour les cookies et compagnie, et puis tu peux consulter le site. Oui, c'est ça. Donc on continue à être emmerdé en fait. Hein, on pensait que ça allait être simple de surfer sur Internet. À un moment donné, on a eu un petit moment d'accalmie, mais non. En fait, c'est toujours aussi casse-pied. On se demande pourquoi il y a tellement de monde qui va sur Internet du coup. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Je sens que Xavier voulait rajouter un petit truc. Hein, Non, mais je pensais à Seb quand t'as dit ça. Je sais pas pourquoi. Lequel ? Sébastien ? L'autre Seb. D'accord. L'autre Sébastien. D'accord. Il aurait trouvé plein de bonnes raisons d'aller sur Internet. Hein, mais... Oui, certainement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, on est à la lettre G. Je suis un petit peu perturbé du coup. G comme gadget. On va parler d'un pommeau pour chanter sous la douche. Ça s'écrit comme ça, pommeau de douche avec 2 M ? Je suis pas sûr. P-O-2-M-E-A-U, non ? C'est pas ça ? Ou c'est un seul M ? Je ne sais plus. Je sais plus. Je vérifierai. Mais donc ça c'est une petite news pour l'auditeur qui nous écoute souvent sous la douche. Là. C'est la marque Ampère qui a sorti un gadget qui s'appelle Shower Power et qui se fixe au pommeau de douche et qui intercepte en fait le débit de l'eau pour alimenter un générateur hydroélectrique qui va se charger de charger la batterie du haut-parleur Bluetooth puisque c'est de ça dont on parle. Alors l'appareil va offrir plusieurs commandes physiques et il y a une petite télécommande à pile si on veut en plus piloter le système
même un petit peu plus loin, ou si on a vraiment une très grande douche. Et si l'eau du robinet coule, la batterie de 2500 mAh va permettre de chanter sous la douche pendant 80 heures au volume maximum. Alors, il y a de quoi ennuyer les voisins. Alors, ce sera 17 heures sans eau, donc sans prendre de douche. Maintenant, rester sous la douche pendant 17 heures, je vois pas trop l'intérêt. Mais il y a également un accessoire sur batterie qui s'appelle Droplet et qui est un haut-parleur additionnel qu'on va pouvoir placer ailleurs que sous la douche ou dans la salle de bain, par exemple, si on veut continuer à chanter en sortant de sa douche, quoi. Tu reviens du week-end. Et puis tu tombes sur le voisin qui dit écoutez, la sono n'arrête pas de gueuler chez vous, machin, etc. Il y a un vrai problème, vous faites trop de chahut la nuit. Tu dis oui, je sais, j'ai une fuite. Tu vois, ça pourrait être un bon système pour repérer les fuites d'eau. Tu vois, tu mets ça sur ta canalisation principale et dès le moment où tu fournis un petit peu d'énergie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas et donc tu as une petite alerte. Voilà, j'ai déjà détourné le système. Ouais, donc avec des douches de cette durée-là, ils vont pas se faire des amis avec les écolos, mais non, en plus, oui, ça c'est vrai, t'as raison, c'est pas tout à fait faux. Alors qu'on essaye d'économiser l'eau, bon, la douche c'est quand même déjà beaucoup mieux que des bains, on va dire, hein, on va pas commencer à rentrer dans des considérations de ce type-là, mais on fait maintenant des pommeaux de douche effectivement économes, enfin qui sont relativement économes en eau et qui malgré tout, bon voilà, vous êtes quand même mouillé, quoi. Donc le support va dire est-ce que vous avez un pommeau de douche économique? Oui, oui, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ah non, ou alors vous ne mettez pas le volume à plus de 4 à ce moment-là, parce que ça ne fonctionne pas. Des gadgets comme ça, Benoît, il en veut ou pas? Je suis pas très fan des douches, pour être franc. Ah, tu prends des bains? Je prends plutôt des bains, ouais, oui. Donc voilà, maintenant vous saurez tout sur nos chroniqueurs. Enfin, je sais pas, Xavier, il a pas répondu encore. Toi, tu Ah, moi, c'est les douches. Ouais. Les douches, moi aussi. Ouais, moi aussi, je suis très très douche. Je sais pas, chez vous, si vous êtes plutôt douche ou plutôt bain, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce sera aussi pour voir si vous êtes arrivé à la 21e minute de cet épisode. Douche ou bain, je vous en prie, c'est un mini sondage pour savoir si vous êtes plutôt sale. douche, bain ou sale, ou sans avis. sans opinion, on va dire. Donc sans opinion, douche ou bain. Voilà, ça c'est le petit sondage de cet épisode, de cet épisode 277. Ou 277, évidemment. Mais l'équipe aujourd'hui est 100% belge. Donc voilà, j'y ai pas tout de suite pensé non plus. Tout de suite. Kamikaze, K comme kamikaze, drone de combat. Ça, c'est un titre, voilà, c'est court, net, précis, boum. De quoi s'agit-il? D'un drone de combat, merci. Il s'agit de drone de combat, effectivement. C'est la Chine qui vient de présenter un canon à drone kamikaze. Pour pouvoir, bon, c'est pas super amusant en soi, mais c'est les développements militaires se poursuivent, hein. Et donc l'idée, c'est d'avoir l'arrière d'un camion, une espèce de gros porteur dans lequel vont se trouver 48 drones de combat. Le machin lâche les drones, les projette un petit peu loin. Les drones déplient des petites ailettes et puis partent faire leur petite mission. L'idée étant qu'en fait, c'est le côté kamikaze. La mission, c'est que le drone se détruit en explosant sur la cible. D'accord. Alors l'idée est, si vous vous souvenez, de plus en plus, quand on voit à la TV, il y a t'as des systèmes de missiles, il y a des systèmes d'anti-missiles qui sont là pour tirer un missile, pour abattre le missile avant que le missile ne vienne abattre la cible. Et là, l'idée, c'est de vaincre ce genre de choses parce que les drones arrivent en essaim et ont une certaine autonomie. Et donc, ça surcharge la capacité du système de défense pour abattre, parce qu'il n'arrive pas à abattre 48 drones en même temps. Et du coup, c'est une espèce de super missile quelque part. L'essaim fonctionnant, ayant une cible et fonctionnant ensemble vers la cible. Ça fait c'est pas joyeux, mais bon. Non, c'est pas joyeux du tout, mais ça fait un peu passer la boîte avec ces espèces de tubes, ça fait penser à ce qu'on appelle les orgues de Staline, tu vois, les lance-roquettes, oui. Qui ont sévi durant la Seconde Guerre mondiale, et sans doute après aussi. Ça ressemble un petit peu à ça, c'est une espèce de gros lance-roquettes multiples, et puis voilà. Et donc on a une petite vidéo explicative, tout ça est très martial, un peu violent, mais en même temps très technologique, donc ça a un petit peu sa place aussi
dans notre podcast, mais c'est un peu parti. Ça fait un peu peur quand même, je trouve. À ce point-là. Ça ressemble très fort à un engin aussi qui est dans une super production hollywoodienne. Je crois que c'était President Has Fallen, quelque chose comme ça, où on voit une attaque sur le président avec aussi justement un essaim de drone qui est envoyé pour attaquer, cette fois-ci pas pour défendre. Mais ça ressemble très fort au même engin. Ce qui me fait peur, d'autant plus peur, c'est que ça ressemble de plus en plus à du jeu vidéo ou à effectivement des films ou des trucs de science-fiction qui sont au départ des divertissements, et ici c'est pas vraiment un divertissement, quoi. Voilà. Ouais. Et apparemment, le système devrait être efficace. Évidemment, bon, la propagande chinoise l'annonce comme étant une arme très efficace, mais il y a des systèmes similaires qui sont développés de notre côté, hein, parce que de toute façon, tout le monde s'arme. Et des tests ont été faits par les Italiens de Leonardo, qui est un des fournisseurs d'armement, justement en lançant des attaques en essaim comme ça, et qui apparemment effectivement arrive à surcharger les systèmes de défense, et donc à contourner. Donc le système de défense va peut-être abattre 2-3 drones, mais pas l'ensemble, et donc ils arrivent comme ça à contourner en fait les systèmes de défense actuels. Voilà. Ok, voilà, bon, ça a le mérite d'exister, j'ai presque envie de dire, quoique. On peut se poser la question. Voilà, c'est ça. Bon, après la douche, le bain, votre avis, il est le bienvenu aussi. Parce que voilà, vous avez certainement une opinion un peu plus tranchée que la nôtre, peut-être, hein, mais n'hésitez pas à la partager, en tout cas, en commentaire. N comme Nintendo, et on va reparler de ce bon vieux Mario Kart. Voilà, c'est Benoît, il retrouve son âme d'enfant. Tout d'un coup, il se met à... Avant, il achetait des jouets à sa fille, mais je pense que c'était un prétexte. Il venait avec un robot en disant « Oui, j'ai acheté ça pour ma fille, c'est éducatif, machin, etc. » Elle a grandi depuis, et il continue à acheter des jouets. C'est quand même un peu particulier. C'est surprenant. Mario Kart, c'est pour tous les âges, hein. Donc en fait, c'est le jeu du reconfinement, parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand on a été confiné pour la première fois, Nintendo, ils ont été malins, ils ont sorti Animal Crossing. Tout le monde s'est dit, tiens, c'est pas mal pour s'occuper pendant le confinement, on a l'impression qu'on visite, etc. Et donc, ça a été quand même un des jeux qui a bien marché pendant le premier confinement. Donc, pour le reconfinement, Nintendo nous propose ceci. C'est le Mario Kart Live. J'ai acheté. Et c'est quoi? C'est assez gag, c'est un Mario Kart. Oui, pour ceux qui n'ont pas d'image, en fait, c'est un petit kart avec Mario et une petite caméra vidéo dessus. Donc, tu as une petite caméra ici. Donc, c'est très amusant parce que ça te permet de monter Mario Kart dans ton salon. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'image, Seb a vraiment acheté l'objet. Hein. Enfin, oui, tout à fait. C'est amusant comme tout. Bah, attends, ils annonçaient, on sent quand même le confinement revenir. Donc, faut quand même se préparer pour s'occuper pendant de longues soirées. C'est parce que le logiciel était gratuit, donc il s'est dit, finalement, c'est pas un très très gros investissement. Donc, le principe, c'est assez amusant. Tu installes dans ton salon 4 points qui sont les points par lesquels le kart doit passer. Tu le fais circuler une fois à vitesse assez lente sur les 4 points, et donc il construit une espèce de circuit virtuel. Et à partir de ce moment-là, donc t'es sur ta Switch, hein, tu regardes pas le kart, hein. Et sur la Switch, tu vois l'image donc de ton salon avec le kart qui se déplace dedans. Et tu fais une course Mario Kart, quoi. Donc t'as les autres véhicules qui sont pilotés par l'ordinateur, et tu essaies de gagner. Et t'as tous les trucs classiques de Mario Kart. Quand t'appuies sur le champignon, quand tu lances un champignon, tu accélères. Tu peux lancer une tortue pour essayer d'avoir les joueurs devant toi. C'est comme un Mario Kart, sauf qu'il est dans ton salon, et c'est assez marrant en fait. J'imagine. Tu fais ton circuit, mais vraiment d'une manière très différente. Comment va le chat? Alors le chat, il aime pas. Ah oui, tu vois, je me disais aussi. Le chat, il adore pas. Attends, ça fait un obstacle en plus. Ça fait un obstacle en plus dans le jeu, je dis. Oui. Mais le mien, en tout cas, étant assez foussard, il reste pas. Hein. Il s'est dit, oulala, je veux pas voir ça. Bon, il s'est barré assez vite. Je comprends que tu es craqué.
très honnêtement, parce que c'est quand même bien foutu. Cette réalité augmentée, c'est rigolote. Enfin, il y a tout, tous les éléments y sont. Le fait de pouvoir se faire un petit circuit virtuel dans le salon, bah, on imagine toutes les possibilités un peu dingues. Et c'est vrai que pour occuper les longues après-midi d'hiver en confinement, c'est peut-être une bonne solution. Et on peut même, j'imagine, élargir. On n'est pas obligé de rester dans le living. On peut aller jusque. On peut aller Moi, tu peux aller YouTube, tu regardes les... Pardon, vas-y, Xavier. Oui. J'ai une petite question parce que mon fils a une Switch et donc je m'attends à ce qu'il revienne vers moi, un de ces quatre, avec cette demande. Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs sur une Switch en ayant peut-être plusieurs voitures, mais... Non, il faut une voiture et une Switch par joueur. Donc on peut pas jouer sur la télé avec... Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que comme tu es en réalité augmentée, il faut que chaque carte, si tu veux, ait son écran pour pouvoir faire le... Oui, mais rendu. avoir un écran partagé comme on joue à plusieurs... Je dis pas que dans l'absolu, ils auraient pas pu, mais ils ont pas fait. En même temps, la Switch n'est pas la plateforme la plus puissante en termes de puissance de calcul. Ouais. Donc, c'est peut-être pas celle qui était la plus adaptée pour faire ce genre de truc. Enfin, donc, tu peux jouer jusqu'à 4, mais il faut 4 Switch et 4 cartes. Oui, voilà. Mais ils te vendent des Mario et des Luigi, donc si tu veux un peu de variété, tu peux prendre un Mario. Ça coûte combien cette bêtise? Ça coûte 99 €, pour le petit carte. Il faut tout dire. Non, voilà. Moi, je trouve ça chouette, c'est rigolo, c'est malin. Alors, ce qui est très marrant, c'est de voir les vidéos, enfin les photos et les trucs des gens qui l'installent, parce qu'il y a des gens du coup qui s'amusent vraiment avec. Hein. Et le plus drôle que j'ai trouvé, c'était avec du papier toilette. Tu sais, justement, dans la logique du confinement, le mec il avait tous ses rouleaux pour se faire une piste autour de tout ça. Une piste, oui. Bah, et alors après, t'as des gens qui font des pistes avec des montées, des descentes, des ponts, enfin plein de trucs quoi. C'est bien, c'est qu'on peut se faire une piste non seulement avec les rouleaux vides du précédent confinement et avec les nouveaux rouleaux pleins. Voilà, on essaye de s'en moquer un petit peu, mais je peux vous avouer qu'on a un petit peu gros sur la patate de cette histoire de Corona. Il faut être très clair. Je tiens à le préciser quand même au passage. Voilà, Xavier va craquer. Alors j'imagine que ton fils va faire une demande en 4 exemplaires. Pardon ? Voilà, c'est ça. Avant de craquer, l'anniversaire de mon fils, c'est dans une semaine. Hein. Donc, d'accord. Avant de craquer, c'est un achat que tu referais ou pas? Ou bien tu t'en lasses très vite et je l'ai que depuis hier. Pour être franc, je l'ai que depuis hier, donc je peux pas franchement juger. Je l'ai reçu hier. C'est très simple à installer, très simple à mettre en place. C'est pas simple les premiers parcours parce que tu as tendance à faire un truc trop serré et il faut pas une trop petite pièce. Ce qui peut être important si par exemple tu veux le mettre dans une chambre, il faut pas une trop petite pièce où il faut peut-être en roulant sous le lit ou quelque chose comme ça, mais tu vas quand même pouvoir tourner. Et t'as quand même besoin d'assez d'espace parce que t'as quatre barrières à installer. Je m'attendais à ce que le véhicule soit plus petit que ce qu'il est. Il est quand même, bon, il est pas colossal, mais enfin il est un petit peu plus grand que ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc il faut en tenir compte dans les contraintes. Faut pas l'acheter en se disant je vais dans un couloir ou un truc comme ça quoi. Il te faut vraiment un living, un salon, un truc quand même une pièce assez large. Et les 4 barrières, ça suffit parce qu'à mon avis, on est vite limité, non, dans le type de... Bon, peut-être qu'on se lassera, mais là pour le moment, on a fait quelques parcours et parce que tu peux rajouter des obstacles à toi. Hein. Oui, donc rien ne t'interdit de te limiter à ces 4 barrières. T'as aussi deux petits indicateurs qui sont très drôles parce que quand la caméra les voit, il te les fait clignotant. Enfin bref, donc c'est assez marrant, qui te permettent de dire voilà ici il faut tourner en plus, droite, mais ça ne compte pas. Tu as le premier sur lequel tu dois systématiquement passer pour le démarrage, sur lequel tu dois repasser pour l'arrivée. Et si tu en rates en cours de route, bah, j'ai l'impression qu'il va un peu moins vite. Enfin, j'ai pas encore très bien compris, mais c'est un peu comme une sortie de piste si tu veux. Si tu passes à côté parce que tu as un peu raté ton coup. Et dernière question, on a quelqu'un sur le Twitch qui demande s'il y a une limite de distance maximum qu'on peut faire pour les circuits ou pas vraiment. Ça s'appuie sur le réseau Wi-Fi. Donc tant que tu es dans ton réseau Wi-Fi, le même réseau Wi-Fi que la Switch, ça va passer. Donc j'imagine, mais j'ai pas essayé, qu'on peut le mettre dans son grenier et puis jouer en bas, j'en sais rien. J'ai pas essayé, mais ça devrait théoriquement fonctionner.
Donc voilà, un cadeau pour les fêtes, sans doute, ou pour les anniversaires. Pas cher. Enfin voilà, je sais pas combien de temps, tu nous diras, hein, combien de temps tu t'es amusé. Oui, là c'est un peu tôt pour faire un vrai retour. Puisque bon, on l'a déballé hier, on a joué un petit peu hier. Aujourd'hui, je suis pas en train de jouer, je suis en train d'enregistrer. Donc oui, c'est ça. Je suis désolé. Moi, je On pense empêche que de jouer. Et oui, tu peux aussi, parce que ça j'avais raté. Tu peux aussi jouer sans faire le circuit. Donc tu peux aussi, oui. mais ça c'est très vite lassant. Tu le laisses, tu vois, tu le fais rouler dans la maison pour chasser le chat, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Mais c'est assez vite télécommandé, quoi. Celle-là, c'est juste une voiture télécommandée. Voilà. Du coup. Sauf que tu le vois sur ton écran, tu vois sur une grande TV. C'est quand même une voiture télécommandée un petit peu évoluée. Enfin voilà, ça peut être rigolo aussi, mais vraiment en option. Quoi. Ça, on s'en laisse assez vite. Pour faire la course avec l'aspirateur, par exemple. Si l'aspirateur est un aspirateur robot, on peut faire la course avec son aspirateur. Voilà, c'est un obstacle intéressant aussi. Bon, on a fait le tour de Mario Kart Live alors, hein. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. C'est le nom, il n'y en a pas d'autre. Ok. La lettre S comme sécurité, on va revenir un tout petit peu sérieux, si vous voulez bien, pour parler de Twitter et du compte du président, du futur ex-président Trump, qui a été piraté, apparemment, mais on n'est pas sûr. Qui nous explique ça? C'est Xavier qui revient sur l'histoire. Oui. Alors c'est Victor Gevers qui est un expert en cybersécurité qui a réussi à pirater le compte Twitter de Donald Trump. Il a utilisé le mot de passe MAGA 2020 ! Soit l'acronyme de Make America Great Again, et il a annoncé qu'il a essayé de le notifier plusieurs fois, que le mot de passe était trop faible. Il a précisé qu'il devrait activer la double authentification. Il dit qu'il a essayé de les contacter via la Maison Blanche et d'autres comptes, mais que personne ne lui a répondu, et donc il a piraté le compte. Alors c'est pas tout, puisque à J-5 des élections, le site de campagne officiel de Trump a aussi été victime d'un hacker, donc ce mardi. L'attaque a été très très rapidement stoppée, mais pendant quelques minutes, il y a quand même un message qui affichait sur le site: le monde en a assez des fausses informations répandues chaque jour par le président, accompagné d'une petite mention this site was seized, donc en français, ce site a été saisi. Alors le porte-parole de la campagne a tenu à rassurer les Américains en expliquant qu'aucune donnée sensible n'a été dérobée ou exposée, parce que tout simplement le site n'en contenait pas. Mais de leur côté, les hackers, en fait, ils disent avoir obtenu des infos confidentielles sur le président et sur d'autres membres du gouvernement. Ils disent que ils auraient même des infos sur la source du Covid-19, ce qui excite évidemment tous les complotistes. Donc ça ressemble de plus en plus à un ransomware aussi. Et les malfaiteurs demandent de l'argent, puisqu'ils disent voilà, si vous ne nous donnez pas un tel montant, on divulgue toutes ces informations. Et la Maison Blanche termine en disant que la police est sur le coup et que voilà, ils ont déjà des pistes. Bon, que dire? Là, je me raccroche à Benoît, du coup. Benoît, un avis, une opinion sur cette faille de sécurité? Ça montre l'importance de choisir des mots de passe sécurisés, de mettre la double authentification quand il faut. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus de ça, c'était super simple. Hein, le mot de passe, si c'était bien le mot de passe en question, c'était l'abréviation de Make America Great Again ou un truc dans le genre. C'est ça. C'est ça. Hein, donc, voilà, il faut être complètement... Enfin, ça m'étonne pas du personnage. Il faut être président. Voilà, c'est ça ou je sais pas moi. Mais c'est quand même très particulier, quoi. Je sais pas. Je ne sais que penser en fait sur ce sujet. Non, mais donc en résumé, protégez-vous avec une double authentification, comme Seb l'a dit, et ça ne vous arrivera pas. Oui, sauf que ça, c'est Benoît, hein, c'est pas Seb. Oui, non, mais c'est vrai, il m'appelle pas Bruno. Bruno, je m'y fais, hein. Oui, pour une fois que c'est pas moi qui parce que c'est 2 fois qu'il t'a appelé Seb. Tu l'as noté, moi je l'avais déjà noté une fois. Mais quand il était bien parti, j'ai pas voulu l'arrêter. Donc il va se remettre très vite. T'inquiète, ça va aller, il n'y a pas de souci. On peut passer à la lettre suivante, parce que ce sujet, je le trouve tordu. Enfin, bref. On est déjà à la lettre V, comme ça avance vite, comme cet épisode passe vite en fait. V comme véhicule. Ça c'est original, c'est la première voiture volante qui est autorisée à circuler pas très loin de chez nous, aux Pays-Bas, Xavier.
Oui, et c'est toi qui as repéré la news, donc merci pour ça. Donc c'est une voiture volante de la société PAL-V qui a reçu l'autorisation de rouler sur la voie publique aux Pays-Bas. Alors il s'agit d'un gyrocoptère, c'est-à-dire c'est un peu comme un hélico mais avec un rotor dans le moteur. Il est encore au stade de prototype et les pales se replient sur le toit du véhicule, donc il peut rouler sur la route ou l'autoroute, etc. Alors il peut pas décoller verticalement comme on pourrait le penser, donc il a besoin quand même d'une piste pour décoller. Et les derniers tests qui devraient avoir lieu auront lieu l'année prochaine. La société espère avoir le droit de faire voler l'appareil en Europe en 2022, puisqu'il peut rouler sur la route, mais il peut pas encore voler. La société négocie aussi quand même, ça c'est plus étonnant, avec plusieurs communes pour construire des pistes de 300 mètres aux sorties d'autoroute. Donc ce qui veut dire qu'ils aimeraient que l'appareil puisse décoller ou atterrir directement à partir des autoroutes publiques. Et les premiers modèles, s'ils obtiennent toutes les autorisations, devraient être livrés en 2023 pour un demi-million d'euros. Ah oui. Donc un premier appareil qui est déjà un appareil du futur, on va dire. Oui, et j'espère que un futur très éloigné, hein, parce que si on commence à faire des économies maintenant, c'est pas demain qu'on va se le payer. Il faut être très clair. Le principe du gyrocoptère, il est vieux, il est même plus vieux que l'hélicoptère. Hein. Le gyrocoptère, le principe, c'est d'avoir un rotor libre au-dessus, qui est entraîné par une petite hélice à l'arrière qui fait du vent, hein, et cette grande hélice au-dessus elle assure la portance en fait de l'appareil. Il paraît que c'est assez simple à piloter en plus, un gyrocoptère. C'est pas très très compliqué, et si le moteur tombe en panne, pas grave, comme c'est un rotor libre au-dessus, il va planer jusqu'à temps que voilà, c'est ce que les hélicoptères font quand ils ont une panne de moteur, c'est qu'ils débrayent le rotor et l'hélice continue à tourner, et ça leur permet, alors il faut pas non plus charrier, ils vont pas tenir des heures comme ça, mais à un moment donné ils vont trouver un endroit où se poser plutôt délicatement, ou en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite. Mais justement on nous demande quelle est l'autonomie, mais moi ça je n'ai pas l'info. Donc voilà, si vous trouvez l'info de l'autonomie de ce véhicule. Aucune idée. Aucune idée. J'imagine que c'est pour des déplacements limités de point à point, c'est pas pour commencer à faire des très longues distances. Est-ce que ça va être nécessairement moi, j'ai plus l'impression que c'est le genre de bidule. C'est fait pour quelques nantis, et puis au-delà de ça, ça n'ira pas beaucoup plus loin, quoi. Je veux dire, on va pas en voir à tous les coins de rue non plus. Hein. Il faut pas déconner. En tout cas, pas à ce prix-là. Pas à ce prix-là, quoi. Oui, c'est ça. Je sais pas ce qu'en pense Benoît sur le coup. Peut-être dans certains pays. Hein. Le Pays-Bas, c'est pas le bon exemple. Peut-être des gens qui ont un avion, tu sais, des petits avions de tourisme ou quelque chose comme ça, je sais pas. C'est pour ça que je disais, ça dépend peut-être des pays, parce que quand on voit certaines villes en Australie, ou villes ou villages, ou même aux États-Unis, où effectivement ils ont tous un peu leur Cessna dans le garage, et pour aller bosser, ils sortent l'avion et ils se déplacent comme ça, peut-être, mais c'est quand même une clientèle très très rikiki limitée. Hein. Ça va remplacer les petits hélicos, quoi. Enfin, ça pourrait remplacer les petits hélicos. Ouais, mais en plus de ça, il y a combien de places là-dedans ? On peut pas... 2, quoi. C'est pilote et... Ouais, d'après les images, on dirait que c'est un passager, c'est quand même... voilà. C'est quand même un peu limité. Voilà, ça a le mérite d'exister, c'est rigolo, c'est pas vilain. Enfin, ça pourrait être plus beau, mais c'est pas super moche non plus. Et c'est une opinion très tranchée, moi, aujourd'hui. Hein, je sais pas si vous avez remarqué. mais pour les fans d'aviation, etc., je suis sûr que ça va les titiller un tout petit peu aussi. Hein. Ça a l'air d'être bien foutu quand même, quoi. Peut-être affaire à suivre quand même, hein, parce que voilà, c'est un petit côté James Bond-esque qui est pas inintéressant. On va faire parler Seb. Non, je rigole. On va parler de Zeiss, fabricant d'optique, mais pas que, qui sort le ZX1, un appareil que tu avais déjà évoqué, l'existence ou le futur, il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans, il l'avait annoncé il y a 2 ans. Ouais. Et c'est pas n'importe quoi. Ouais. Non, c'est pas n'importe quoi. Et depuis, on n'avait plus entendu parler, donc on commençait à se dire, tiens, non, en finale, mais le voilà, ça y est, il est parmi nous. Le Zeiss ZX1 qui sort, c'est un appareil photo qui a la particularité d'abord d'avoir une forme un peu particulière. Il a une découpe, une esthétique un petit peu spéciale, et d'avoir un Photoshop intégré. Et donc l'idée, c'est que tu prends la photo et tu l'édites
sur l'appareil photo, d'où la forme un peu spéciale, parce qu'il faut de la taille pour pouvoir mettre l'écran, un Lightroom écran plutôt. suffisant. Lightroom. Excuse-moi, Lightroom, oui. Excuse-moi, Lightroom. Enfin, Photoshop, Lightroom. C'est dans la gamme. C'est dans la gamme Photoshop. Mais tu as raison, c'est Lightroom, donc c'est le développement des fichiers RAW. Il y a de plus en plus d'appareils maintenant qui sont capables de traiter des fichiers RAW dans l'appareil, mais généralement avec une ergonomie qui est celle d'un appareil photo. Et donc tu vas dire par exemple, tiens, je veux dans ton appareil photo, tu as des réglages de contraste et tu vas aller quelque part modifier le réglage de contraste et régénérer ton fichier RAW. Ici, c'est une interface qui est quand même beaucoup plus conviviale parce que Lightroom est quand même beaucoup plus convivial en termes d'interface que ces produits-là. Le petit gadget est très bien équipé. Hein. Tu as un capteur de 37 millions de pixels, un objectif, une optique qui ouvre à 2, donc une optique quand même très lumineuse, une optique Zeiss, donc une optique a priori de très très bonne qualité, parce que Zeiss est un des grands fabricants d'optique dans le monde. La capacité évidemment de faire des photos de 37 millions de pixels, mais également des vidéos en 4K. Donc tout ce qu'on peut rêver, port USB-C, bonne connectique, etc. Le seul petit détail, c'est le prix, puisqu'il est annoncé à $6 000. On n'a pas encore le prix en euros. Donc, c'est pas tout de suite qu'on se l'offrira non plus. Peut-être un peu plus vite que la voiture volante, mais quand même pas tout de suite. Un peu moins vite que Mario Kart. Moi, je me pose réellement la question. Alors, au niveau optique et tout ça, j'ai aucun doute sur l'intérêt et on sait que ça coûte ça, c'est cher. Mais quand je vois le prix quand même de cet appareil, est-ce qu'il y a réellement des professionnels qui vont utiliser Lightroom sur un appareil comme ça plutôt que sur leur poste de travail? Parce que on s'adresse quand même à du haut de gamme ici, vu la qualité de l'optique et le budget. Et donc, les professionnels, d'après moi, ils vont plutôt retoucher leurs photos déjà avec des outils plus puissants que ce que cet appareil peut sans doute fournir et puis sur un grand écran, non? Attention, parce que les usages changent, hein, quand même. Qu'ils soient professionnels ou amateurs avertis, Benoît, tu me continueras peut-être, mais il me semble que les usages changent, et avec toute ce foisonnement, on va dire, d'influenceurs et de gens qui publient énormément de photos sur des plateformes dédiées à la photo, comme Instagram, etc., et autres, il y a quand même un intérêt, il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat qu'on n'avait peut-être pas avant, et qui sont peut-être prêts à investir dans ce genre de matériel. Mais je vais laisser l'avis de Benoît d'abord. Et moi, j'aurais dit un petit peu l'inverse, Xavier. C'est-à-dire que là où l'amateur va peut-être prendre énormément de temps pour travailler une image parce que c'est sa seule image, et de toute façon, il n'a rien d'autre à faire ce week-end. À part jouer à la Switch. À part jouer à la Switch. Le photographe pro, c'est un métier, et donc le temps que tu passes par photo est extrêmement important. Et dans certains cadres, le temps que tu vas mettre à produire la photo et à la distribuer est extrêmement important. Donc, tu as des contraintes de temps que tu n'as pas nécessairement dans d'autres contextes. Je connais des photographes pros qui ont vraiment travaillé à minuter le temps qu'ils mettent, mais vraiment, je veux pas dire un travail à la chaîne parce que c'est un côté péjoratif et c'est pas ça, mais qui ont vraiment travaillé, tu vois, à minuter combien de temps je mets pour traiter ces photos, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour gagner du temps et vraiment mettre en place toutes des stratégies pour se dire, ok, il y a un an, je faisais autant de photos à l'heure quand j'étais en retouche. Maintenant, j'en fais 15% en plus, et ça me permet d'augmenter le nombre d'images que je vais sortir, donc le nombre d'images que je vais vendre, d'augmenter le nombre d'images que je vais traiter, etc. Alors, j'ai pas dit que c'était le triple de tout le monde, hein, mais t'as quand même beaucoup de photographes professionnels qui ont un impératif de production et qui donc vont souhaiter quelque chose de rapide. Maintenant, mon avis personnel, c'est que ce produit, il s'adresse à des amateurs fortunés. Hein. Oui, c'est ça. Il est hors des plateformes, même s'il a une très belle connectique et tout ce qu'on veut, donc il pourrait avoir un usage pro. Je pense que Zeiss se fait un peu plaisir et veut montrer quelque part périodiquement Zeiss se pique au jeu de se croire un fabricant d'appareils photo et ressort un boîtier photo. Il y a quelques années, ils nous avaient ressorti quand Leica a abandonné le M, ils avaient ressorti une gamme de boîtiers M argentiques, pardon. Je pense que Zeica je confonds. Je pense que Zeiss essaye de périodiquement, tu vois, de se repositionner sur ce marché, de montrer sa pertinence sur ce marché, et fait un peu des concept cars quelque part, des produits de démonstration
dont ils vendent certainement quelques exemplaires et qui leur permettent de. Mais je leur souhaite beaucoup de succès parce que le concept est vraiment intéressant. Mais je pense que voilà, si demain le boîtier se vend pas de façon exceptionnelle, et c'est pas ça qui va affecter négativement les résultats de Zeiss. Contrairement à Leica, par exemple, qui vit vraiment de la vente de ces appareils photo. Oui. On a une bonne question aussi sur Twitch. Il y a Urgubal qui nous dit, vu que c'est Lightroom, il doit y avoir un OS grand public. On sait si c'est Android ou autre chose? Apparemment, c'est Android, mais Android. l'interface Android n'est pas accessible. Donc, c'est vraiment juste un noyau. Ça, ce n'est qu'une question de temps. Hein. Non, mais on avait déjà, je pense que c'était avec toi d'ailleurs, Benoît, on avait évoqué, quand on parle par exemple d'iPhone, iPhone 11, iPhone 12 et de la technologie qui est à l'intérieur et qui permet de faire des trucs limite miraculeux sur des petits capteurs, etc. On s'imagine la même technologie portée dans un appareil avec un plat format, ça devient une bête de course et c'est un peu le principe. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on supposait qu'un jour ça pouvait arriver. Je pense que c'est un peu un concept car aussi quelque part. C'est le genre de choses qu'on va voir de plus en plus arriver chez Canon, par exemple, ou d'autres fabricants, où de plus en plus on va avoir de la technologie embarquée. Voilà, le capteur, on a fait un peu le tour de la question. Maintenant, on va mettre de l'électronique en plus et de la puissance de calcul en plus, peut-être. Oui, d'une part, il y a certainement une volonté d'explorer des concepts qui sont prometteurs, mais il y a aussi je pense, Zeiss gagne une partie une partie importante de son chiffre d'affaires en imposant sa marque sur des objectifs d'appareils photo, etc. De smartphones, etc. Et donc quelque part, il faut qu'il puisse justifier une légitimité sur ce marché-là. Ouais. Pour des gens qui sont peut-être pas nécessairement, voilà, on leur dit mais si Zeiss ils font voilà le beau truc qu'ils ont, et puis à côté de ça, du coup tu dis tiens voilà mon smartphone a une optique Zeiss, donc c'est bon signe quoi. Oui. Voilà, bon, on va pas se l'offrir tout de suite, parce que très honnêtement, je pense que le professionnel trouvera mieux à faire avec ses 6 000 €. Non, sans rire, il ira peut-être sur d'autres types de produits professionnels. Bien souvent, si vous avez un photographe sur du sport, par exemple, au moment où il prend la photo, elle est déjà à l'agence. Hein. Maintenant, tout est en flux tendu. Voilà, ce genre d'appareil-là, comme tu le disais, c'est l'amateur averti, un peu friqué ou très friqué qui va pouvoir se l'offrir. Et en ça, je pense effectivement à certains influenceurs qui gagnent des sous et qui se disent tiens, je vais m'acheter ça parce que voilà, faut faire un partenariat ou que sais-je, et ça va faire de la pub pour la marque, quoi. C'est de l'image dans tous les sens du terme. Voilà, on a fait le tour, hein. Oui. Oh, mais dites-moi. Du coup, après le Z, on a mis le W, ce qui arrive fréquemment chez nous, parce que le W, traditionnellement, c'est le oui mais non. Je rappelle le principe du oui mais non, si vous ne le connaissiez pas. C'est l'information improbable, technologique certes, mais improbable, que l'un de nos chroniqueurs, ou moi-même, avons repéré durant la semaine, et dont on voudrait vous parler et vous soumettre l'idée. On a eu comme ça des trucs un peu épiques par le passé, et assez récents. Je vous renvoie d'ailleurs aux épisodes dans lesquels il y a un oui mais non, parce qu'il n'y en a pas toujours. Vous irez jeter un petit coup d'œil, ça nous fera des vues en plus, ça titillera les algorithmes. Xavier, tu en as trouvé un pour cette semaine? Oui, alors c'est dommage que Thierry soit pas là, parce qu'on va parler de Suisse. Ce sont des Suisses qui ont donné le nom d'un fournisseur Internet à leur fille. Si, c'est possible. Donc, c'est un fournisseur d'accès qui s'appelle Twifi, Twifi ou Twifi, je ne sais pas, qui avait promis de fournir une connexion Internet gratuite pendant 18 ans pour quiconque nommerait son fils Twifius ou sa fille Twifia. Alors, le nom doit figurer sur l'acte de naissance, donc il faut vraiment qu'il l'appelle comme ça. Et il y a des Suisses de 30 et 35 ans qui ont nommé leur fille Twifia en septembre dernier, même si c'est pas le premier prénom du bébé, mais le troisième, car le papa a quand même avoué qu'il avait un petit peu honte. Mais ils disent que finalement, ils aiment beaucoup ça, car ça veut dire connexion, et donc ils assimilent ça, eux, à un lien éternel, pour faire un petit peu joli. Alors, ils ont
ont vu les réactions, ils ont annoncé aussi qu'ils avaient pour projet de verser l'argent économisé, soit 60 francs suisses, à chaque fois sur le compte de la jeune fille jusqu'à ses 18 ans. Ça lui fait une belle jambe. Et de son côté, le boss de Twifi a confirmé qu'il payerait le Wi-Fi à tous les bébés concernés pendant 18 ans et même en cas de faillite, donc avec leur compte personnel. Alors, comme on nous dit dans Twitch, est-ce qu'on va appeler son fils Vous ou bien Proximus ou Proximia ou des choses comme ça? Ça me paraît quand même très très limite, quoi. Hein, je veux dire, donc Oui, c'est un peu enfin, les dérives du marketing. Pour moi, on oui. atteint des sommets là. Oui, enfin, oui. Enfin, je ne sais pas, là aussi, je ne sais que dire. Où vous avez été chercher où ces infos c'est- Je t'avoue que je sais même plus. Je sais même plus où j'ai vu ça, sur quel site j'ai vu ça. Mais ouais. Alors, Enfin, on a le lien dans oui, le oui, bien sûr, comme en d'ailleurs toutes les commentaire. news Ouais. qu'on vous propose, je le tiens à le rappeler, toutes les news dont on vous parle, évidemment, puisque c'est une revue de presse, vous avez les liens en description de la vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be et à un moment donné aussi sur Twitch quand j'aurai fait la mise à jour de la vidéo qui est en train d'être enregistrée. Moi, juste un petit coup de chapeau à lematin.ch, le site donc qui parle de cette news, un des sites qui en parle, parce qu'en bas d'article, il y a votre opinion. Le sujet est important, avec un pouce vers le haut ou vers le bas. L'article est informatif, avec un pouce vers le bas ou vers le haut. L'article est objectif. Je pense qu'il est objectif. Mais bon, le reste, voilà, et c'est quand même un peu particulier. On sent cette. Alors Thierry me contredira peut-être. On sent cette culture de la votation, comme on dit. Donc, vous savez, régulièrement, les Suisses sont appelés à aller voter parce qu'on leur demande tout le temps leur avis. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu particulier, mais c'est bien en même temps de demander l'avis des gens, quoi. C'est un peu le pays, c'est un peu The Voice, quoi. C'est-à-dire que on demande ton avis Ah, tout mais le temps. C'est un peu ça le truc. ça fait le buzz, hein. C'est passé dans tous les journaux un peu. Enfin, dans le soir, on me dit sur Twitch, mais il y a d'autres. Ça fait un petit buzz là-dessus. Donc le pari de l'opérateur enfin du fournisseur est gagné, mais bon. Voilà, jusqu'où on va pour économiser un petit peu, c'est dommage, quoi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que pour terminer cet épisode, vous nous mettez en commentaire Twifia. Hein, Twifia en commentaire. Comme ça, on saura que vous êtes arrivé à la 56e minute de cet épisode, un petit peu plus court que d'habitude, mais dense malgré tout, avec plein de news super intéressantes. On va réfléchir à un cadeau pour celui qui appellera son fils Technosia ou ta fille Technosia ou quelque chose. Là, c'est toi qui t'engages, pour le coup. Si vous n'avez pas la vidéo, ça vaut la peine de voir la tête de Marc. Oui, franchement. Allez sur YouTube et allez voir la tête de Marc. Non, mais Xavier s'engage à offrir un truc, je sais pas quoi, à vie, à ceux qui oseraient. Fais gaffe avec ce genre de truc. Mais je sais pas d'y quoi, hein, donc. Oui, c'est ça. Donc, appelez vos enfants techno-trucs, machin, etc., qu'on rigole un peu. Dans 9 mois, on aura un oui mais non tout à fait intéressant. Peut-être même avant, hein, ceci dit, si le prénom n'est pas encore choisi. Je ne sais pas si l'un d'entre vous avait un truc à rajouter ou pas sur cet épisode, sur une des news qui a été apportée ou quoi, ou qu'est-ce. Vous n'y étiez pas très nombreux sur Twitch cette fois-ci pour le test, mais en même temps, on n'en a pas fait une énorme publicité non plus. Mais je tiens à le rappeler tout de même, depuis maintenant 3-4 semaines, l'enregistrement que nous réalisons est réalisé en direct sur Twitch, ce qui fait que de temps en temps, l'un de nos chroniqueurs fait référence à des commentaires qui sont faits dans le chat. C'est pas le but nécessairement des épisodes d'être totalement interactif. L'idée, c'est d'un jour vous proposer, sans doute avant la fin de l'année, un épisode un peu particulier ou un hors-série dans lequel vous pourrez intervenir vous-même, comme si vous étiez un chroniqueur quelque part, et venir vous aussi avec des sujets ou des questionnements, ou etc., etc. Des oui mais non, pourquoi pas, dans un épisode tout à fait particulier. Voilà, et pour le coup, j'essaierai de ne pas me tromper dans les prénoms. Ça va être compliqué du coup, hein, surtout quand on voit les prénoms qui sont utilisés, vous avez entendu au début de l'épisode. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée. Dites-nous si ça vous intéresse en même temps, parce qu'on va pas non plus s'énerver pour rien. Si vous nous dites « Oh nous on s'en fout »,
Non, c'est bien comme ça, continuez comme ça, c'est bon, passez la suite. À ce moment-là, on arrête de s'énerver et on jouera aux petites voitures avec Benoît. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés une fois de plus, d'avoir suivi cet épisode. Merci à Xavier, bien sûr. Merci à Benoît, bien sûr. Désolé à Benoît pour les erreurs de prénom. Je suis très fatigué ces derniers temps. C'est pas grave, Jules, je ne t'en veux pas. Voilà. On va les laisser ensemble. Et on va s'en aller tranquillement. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt. Salut.